fond de latte. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire cultissime, tirée d'un livre qui a été un immense best-seller à la fin des années 60 et au début des années 70, La longue route de Bernard Moitessier. C'est un navigateur qui a donné à des milliers et des milliers de personnes de par le monde, mais surtout en France, l'envie de prendre la mer. C'est le récit de l'ancêtre du Vendée Globe, le premier Golden Globe Challenge qui débute durant l'été 1968. C'est le premier tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Bernard Moitessier s'y engage à moitié convaincu. Il est sur le point de gagner la course et il décide d'abandonner, de ne pas couper la ligne d'arrivée et de poursuivre son périple, toujours sans escale, toujours sans assistance, pendant 4 mois de plus. C'est dire la puissance symbolique de Bernard Moitessier, dont je vais donc vous raconter l'histoire maintenant. Je l'ai écrite avec Pierre Anquetin, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. « 22 août 1968, c'est le grand jour. Bernard Moitessier est sur son bateau au large de Plymouth en Angleterre. Il vient de dire au revoir à sa femme Françoise, qui l'a accompagné en larmes sur une vedette jusqu'à la ligne de départ. Et c'est parti. Il s'enregistre sur son petit magnétophone. Départ de Plymouth, la vedette qui m'accompagne avec Françoise à bord. Elle n'était pas gaie, alors que moi je pétais de joie littéralement. Vous entendez? C'est le bruit de la mer. À 43 ans, Bernard Moitessier se lance dans un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Et pas sur une grosse machine comme aujourd'hui. Sur un ketch de 12 mètres tout en acier, le Joshua. Ils sont 8 à s'embarquer dans cette course folle. C'est le directeur du magazine anglais le Sunday Times qui a eu l'idée de cette course. Départ d'Angleterre, 3 caps à avaler, le cap de Bonne-Espérance à la pointe de l'Afrique, le cap Lewin en Australie et le cap Horn au sud du Chili. Et retour en Angleterre, 70 000 kilomètres sans jamais faire escale, sans jamais se faire aider. Au minimum 10 mois de navigation. Un tour du monde sans escale en solitaire, c'est un truc énorme. C'est un truc individuel et énorme. C'est trop énorme. Jamais mouiller, ne jamais s'arrêter. Ça n'a jamais été fait, ni par les grands voiliers, ni par personne. Alors voilà la règle. Les 8 marins partent quand ils veulent pendant l'été 1968. Le premier qui rentrera à Plymouth remportera un globe en or, d'où le nom de la course, Golden Globe Challenge, et le plus rapide empochera 5000 livres sterling. Pour être honnête, au début, Moitessier n'est pas très emballé par cette course. Il n'a pas l'esprit de compétition. Et d'ailleurs, il était sur le point de faire son propre tour du monde, tout seul, en vieux loup de mer, sans aucune contrainte. Et puis, il s'est laissé convaincre. Et s'il décroche ce fichu globe en or, il le vendra aux enchères pour s'acheter des voiles. Et là, au moment où il remonte la Manche vers l'Atlantique, il faut que je vous mette les pendules à l'heure. On est en 1968. Alors le GPS, oubliez, on en parle, c'est un projet, mais c'est pas fait. Donc Moitessier tracera sa route à l'ancienne. Un sextant, un compas, un crayon, une gomme et une carte. Et une hélice qui traîne dans l'eau pour mesurer la distance parcourue. Pas de gouvernail automatique non plus, et pas de moteur. Sa bite et son couteau, je vous dis. Même une radio, il n'en a pas voulu. Et pourtant, Robert, l'organisateur de la course, a tout fait pour le convaincre d'en prendre une. Prends ce poste, Bernard. Tu pourras nous dire où tu es. Disons, 1 fois par semaine. Ah, pas question, non. Ça pèse 1 tonne, ton machin. Et puis, je veux pas te filer à la patte.
Si c'est pour donner des nouvelles, j'ai mon lance-pierre, tu vois. Je mets un message dans un tube en alu, je balance le tube sur le pont d'un bateau et voilà. Pas besoin de plus, hein. Ok, Bernard. Ok. En revanche, Moitessier emporte un transistor pour écouter la météo, un petit magnétophone pour raconter son aventure et une caméra Beaulieu 16 mm et 12 bobines de film. Et le voilà qui sort de la Manche et qui s'engage dans l'Atlantique. Le vent tient bon, Joshua marche très vite. Je sens passer dans tout mon être ce souffle de la haute mer que l'on n'oublie jamais après qu'on l'a goûté. Quelle paix ici au large. Et d'entrée, le couple Moitessier-Joshua carbure à fond, entre 150 et 160 000 par jour, 285 km. C'est beaucoup. Il n'a peut-être pas l'esprit de compétition, mais il aime la vitesse, le bougre. Un marin tire le maximum de son bateau, toujours. C'est presque une malhonnêteté vis-à-vis du bateau de ne pas l'aider, de ne pas le rendre heureux en faisant en sorte qu'il aille le plus vite possible. Après 10 jours de mer, Bernard Moitessier frôle les Canaries, les îles du Cap-Vert, et le 10 septembre, il met le cap sur le Brésil. Il va traverser l'Atlantique. Quel est le destin d'une mouette? Si vous apprivoisiez une mouette et que vous la voyez foutre le camp vers le large un jour, qu'est-ce que vous direz? Rien. La mouette apprivoisée. Elle reviendra peut-être pas. Elle a besoin de partir. Et rien ne pourra l'empêcher de partir. Rien. Parce que c'est son destin. Ça, c'est quelque chose de fantastique, la navigation de nuit. Fantastique. Pour la première fois, être dans la nuit et se rendre compte qu'on n'a pas peur. Vous voyez que la nuit est amicale. Quand le vent est régulier, Moitessier bouquine. Il s'installe sur le roof du Joshua et à l'ombre de la grand voile, le dos calé contre un hublot, il lit. Il lit Saint-Exupéry, Gary, Steinbeck, des récits de voyage comme Zorba le Grec. Il n'a pas emporté beaucoup de livres. Quand il les aura finis, il les relira. Voilà tout. Il a coutume de dire que chaque fois qu'on relit un livre, il y a toujours quelque chose de plus. Et puis il écrit. Il tient son journal de bord qu'il a bien l'intention de publier à son retour. À part ça, dans le bateau, l'équipement est spartiate. Moitessier voyage toujours léger. Pas de chauffage, un carré tout en bois avec des coussins rouges, une couchette, une cuisinière. Pour le confort, c'est à peu près tout. En revanche, il a de quoi bricoler, de quoi recoudre des voiles et retaper le bateau. Pour manger, il déteste se creuser la tête. En général, il fait une grande platée de riz qu'il accommode avec ce qu'il a. Il a embarqué de quoi manger pour 10 mois. Du riz donc, des patates, du corned beef, du poisson en boîte et des légumes déshydratés. Et des centaines de boîtes de lait concentré sucré. Ça, c'est sa gourmandise. Il a aussi pris des pamplemousses et des citrons pour les vitamines, 400 litres d'eau et 15 litres de vin. Et pour le reste, il pêche. Ah, là j'ai pêché une dorade. J'ai commencé par la sortir de l'eau pour être sûr de pouvoir la bouffer. Et c'est une dorade coryphène. Ça s'écrit DO. DO et RADE, alors que la dorade de Méditerranée, c'est DAU. C'est extrêmement puissant comme poisson. On se cisaille les mains avec ça. La dorade gît sur le cockpit. Avec ça, Moitessier a de quoi manger pendant 3 jours. Et quand il atteint les mers chaudes, c'est encore plus simple. Les poissons volants se jettent carrément sur le pont, comme sur un plateau. Il n'y a plus qu'à ramasser. C'est son poisson préféré. Ça a le goût d'une grosse sardine, en plus raffiné. Le 18 septembre, ça fait presque 1 mois qu'il est parti. Il coupe l'équateur et pénètre dans l'hémisphère sud. Et 9 jours plus tard, il aperçoit un pic rocheux au loin. L'île brésilienne de Trinidad, à 1500 km au large de Rio. Une île volcanique, grise et rose, avec un sommet à 600 mètres d'altitude. Et au pied, un petit village de pêcheurs, une plage et une jetée. Il voudrait profiter de l'occasion pour faire passer une lettre pour Françoise. Seulement voilà, souvenez-vous, il n'a pas le droit d'accoster. Il n'a même pas le droit de mouiller, c'est-à-dire de jeter l'ancre à quelques mètres de l'île.
Il cherche donc à faire venir un bateau jusqu'à lui. Je me suis approché de terre, j'ai mis à la cape, j'ai sonné la corne de brume. Les gens sont venus sur la plage après quelques temps. Alors j'espérais qu'il y aurait au moins un petit bateau qui arriverait et qui me dirait comment ça va, tenez, passez-moi votre courrier. Alors corne de brume, corne de brume, corne de brume. Et puis je sais pas, ils voyaient un yacht arriver droit sur eux, ils se sont dit bon ben il va mouiller maintenant. Sur la plage, les gamins de Trinidad n'ont pas compris. Alors il repart, la mort dans l'âme. Il en pleurerait. C'est sa dernière occasion, avant longtemps. Parce que maintenant, son idée, c'est de retraverser l'Atlantique dans l'autre sens en profitant des vents d'ouest, direction le cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique du Sud. Et c'est reparti pour 1 mois, seul, au milieu de l'océan. Les côtes d'Afrique du Sud apparaissent à l'horizon le 19 octobre 68, 2 mois après son départ. Et cette fois, Bernard a bien l'intention de faire passer un courrier. Et pour ça, il espère croiser un voilier, un promène-couillon qui rentrera au port ce soir. Seulement voilà, le vent a forci, pas un voilier en vue. En revanche, il y a un cargo là. Il s'approche, il glisse sa lettre dans un tube en alu, il sort son lance-pierre et bim, il balance le courrier sur le pont du cargo. Et là, il voit 3 marins qui, manifestement, ont entendu le tube tomber et il leur crie « Message! It's a message !» Et il leur fait comprendre qu'il a encore du courrier à leur faire passer. Son journal de bord et aussi des photos. Le capitaine du cargo entreprend alors de se rapprocher du voilier. Mais c'est très dangereux. Moitessier le sait. À un moment, il voit le cargo qui s'approche trop. Et il tente une manœuvre, mais... Putain! Le cargo a touché Joshua. Les haubans qui tiennent le mât et le bout dehors sont amochés. Mais le courrier est parti, et c'est l'essentiel. Pour le reste, 2 coups de marteau et 3 coups de clé à molette, et Joshua est comme neuf. Bernard Moitessier franchit le cap de Bonne-Espérance le 20 octobre 1968, 2 mois après son départ de Plymouth. Et il sort le grand jeu. Il a emporté 3 bouteilles de champagne, avec le projet d'en boire une à chaque passage d'un grand cap. Donc, il sort la première. Et avec ça, il ouvre une bonne boîte de soupe de poisson. Et il trinque avec les albatros qui tournoient au-dessus du bateau. Signe qu'il entre dans les mers du Sud et dans les 40e rugissants. On de la raconte, la suite de votre récit. Et là, il a un petit coup de mou. Physiquement, il est rincé. Alors il sort un livre qu'il a embarqué au cas où. Le yoga pour tous. Et sur le pont du Joshua, avec le bouquin ouvert devant lui, il s'initie au yoga et il retrouve un peu d'énergie. L'entrée dans l'océan Indien est sportive. La mer est escarpée. Un jour, il est en train de boire un café et de fumer sa clope dans son carré. Et Joshua est pris par une lame de mer d'un côté et une rafale de vent de l'autre. Et d'un coup, le bateau se couche à l'horizontale. Et dans l'habitacle, tout bascule. Le bateau se redresse. Il ne reste plus qu'à ranger. Et puis 1 heure plus tard, rebelote. Il est en train de déguster son péché mignon, une boîte de lait concentré sucré. Et Joshua repart au tapis. Et encore une 3e fois. Et là, Bernard se dit, il faut faire attention. Il ne faut pas aller trop loin au fond du jeu. Et ça, c'est difficile. Et puis le temps se calme. Et 2 mois plus tard, Bernard Moitessier franchit son 2e cap, le cap Lewin, à la pointe sud-ouest de l'Australie. Il passe ensuite au sud de la Tasmanie. Et là, il largue 2 petits radeaux, 2 bidons, une petite voile et une bouteille, avec un message. Bonne année à celui qui recevra ce message. Et oui, on est fin décembre. Et pour info, ce petit message mettra 1 an et demi à trouver un destinataire. En passant le cap Lewin, Bernard n'a pas ouvert sa 2e quille de champagne. Il l'a gardée pour le réveillon de Noël. Champagne et jambon d'York fumé, s'il vous plaît. Et la visite d'un phoque. Quelques jours plus tard, c'est toute une troupe de dauphins qui lui rend visite. Il les compte, enfin il essaye, 5,
10, 15, 20, et finalement ils sont plus de 100 dauphins qui se mettent à escorter le bateau. Il y en a tellement que l'eau autour du Joshua est blanche de mousse. Mais plus ça va, plus les dauphins s'agitent, plus les dauphins s'énervent. Ils passaient alors par bande de 20 de front. Ils passaient à toute vitesse de l'arrière à l'avant du bateau, à toute vitesse. Et quand ils atteignaient l'avant, ils viraient à angle droit et filaient sur la droite, à toute vitesse. Mais je me suis aperçu à ce moment-là que le vent avait tourné, sans que je m'en aperçoive, tout doucement, et que je me dirigeais tout droit vers les cailloux qui étaient à 7 ou 8 000. Autrement dit, si j'étais retourné dans ma cabine, 1 heure plus tard, j'étais échoué, je perdais mon bateau. Les cailloux, c'était l'île Stewart. Et au fond de lui, Bernard reste convaincu qu'en faisant leur cirque, les dauphins ont voulu l'alerter du danger. Et d'ailleurs, dès qu'ils changent de cap, les dauphins se calment. Il y en a même un qui enchaîne 3 sauts périlleux, magnifiques. Et on aurait dit que celui qui a fait le saut périlleux était le chef de la bande et que c'était comme un cri de joie qu'il lançait. Dans son carnet de bord, qui deviendra un livre, Bernard Moitessier écrit « 4 mois que je suis parti. Cela pourrait être 1 semaine ou 1 an. Il me semble que ce serait la même chose. Le temps a changé de dimension. Une idée est en train de faire son chemin dans la tête de Bernard. Une idée complètement folle. » J'ai senti le changement vers le 4e mois. Je savais que je n'avais pas envie de revenir. Vous voyez, que ça ne valait pas le coup. Je le sentais. Je ne l'avais pas encore dit. Je n'osais pas le dire, je n'osais pas me le dire à moi-même. Je sentais que je n'avais pas envie de rentrer, que rien ne m'attirait, que les règles du jeu avaient changé. Mais pour l'instant, Moitessier range ses doutes dans la soute et il poursuit sa route à bonne allure. Le 17 janvier, il est au milieu du Pacifique. Un énorme coup de vent lui tombe dessus. Dans le carré du Joshua, le bruit est assourdissant. Des vagues de 10 mètres de haut, des déferlantes scélérates. 2 fois, le Joshua se couche sur l'océan et 2 fois, il se redresse. Pour passer son dernier cap, le cap Horn, Bernard Moitessier doit descendre plus au sud, dans ce qu'on appelle les 50e rugissants. Et là, l'ennemi, ce sont les glaçons, ces mini-icebergs qui se sont détachés de la banquise de l'Antarctique. Mais une fois de plus, ça passe. Et le 5 février 1969, Joshua franchit le Cap Horn, l'occasion de faire péter la dernière quille de champagne. À ce moment-là, il ne lui reste plus qu'à remonter jusqu'à Plymouth, à 10 000 milles au nord. Et là, dans sa tête, il se dit « Partir de Plymouth pour rentrer à Plymouth, c'est comme partir de nulle part pour aller nulle part. » Comprenez qu'une idée commence à mûrir. Une idée complètement cinglée, mais une idée d'homme libre. Ne pas terminer la course, ne pas rentrer à Plymouth. Vous entendez? C'est le bruit de la mer. Ça fait des mois et des mois que je l'écoute, et ça me suffit. On a l'impression que c'est toujours le même bruit. Mais je vous assure, elle me dit des tas de choses que je commence seulement à comprendre un peu maintenant. Et vous voyez, c'est pour ça que je continue. Et il faut aller plus loin. Ça suffit pas, il faut aller plus loin. Il remonte quand même un peu au nord pour s'extraire des mers glacées. Et à la fin du mois de février 69, il est au milieu de l'Atlantique Sud et il donne un grand coup de barre à tribord. Il ne rentrera pas à Plymouth. Il ne terminera pas ce Golden Globe Challenge. Il abandonne la course et il repart vers l'Afrique du Sud. Pour aller où? Pour l'instant, il ne sait pas. Peut-être les Galapagos, peut-être Tahiti, peut-être un nouveau tour du monde. Allez savoir. La décision formelle est venue après le Cap Horn. Mais l'envie, si vous voulez, est venue petit à petit. C'est pas un coup de tête, c'est pas brusquement que j'ai dit bon, allez, merde, je ne rentre pas en Europe. C'est venu petit à petit. Mais je ne pouvais pas, avant le Cap Horn, dire je continue. Sa décision est prise, mais personne ne le sait. Ni les organisateurs de la course, ni sa femme. Alors en arrivant dans la baie de Cape Town, en Afrique du Sud, Bernard se met à chercher un bateau pour faire passer un message. Il aperçoit une vedette bleue. « Prenez ce bidon !»
et faites-le porter au consulat de France, s'il vous plaît. C'est très précieux, hein. Dedans, il y a tout mon journal de bord, il y a des films et des messages pour ma famille et mes amis. Je compte sur vous, hein. Ok, I do it. Et le bidon est livré au consul de France à Cape Town, avec une première lettre pour le consul. Qu'y avait-il dans cette lettre? Que la mer est grosse, je navigue en solitaire et fais le tour du monde sans escale. Cela va faire bientôt 7 mois que je suis en mer. Je continue vers le Pacifique, sans escale, sauf imprévu. Mais explique-t-il pour quelle raison il a décidé de ne pas rentrer directement? Aucune explication de ce genre. Vous a-t-il chargé de donner de ses nouvelles à sa femme? Non, même pas, non. Mais est-ce que quelqu'un l'a vu? Ce sont des membres du Yacht Club ici qui l'ont rencontré en mer. Tout ce que je puis vous préciser, c'est qu'il n'a pas voulu être accosté. Dans le bidon, il y a aussi un message pour l'organisateur de la course. Je continue sans escale dans les mers du Pacifique parce que je suis heureux en mer et que je veux sauver mon âme. Ce que Bernard ne sait pas au moment où il envoie ce message, c'est que sur les 8 concurrents qui se sont lancés pour ce premier Golden Globe Challenge, il n'en reste que 4 en course. Et il est en tête. Il abandonne la course pour sauver son âme alors qu'il est sur le point de la gagner. Quel bonhomme! Quel bonhomme unique! Dans le bidon qu'il a fait passer au terrien, Bernard avait aussi glissé un message pour son éditeur, Jacques Artaud. C'est très difficile de vous expliquer ce que je voudrais arriver à vous faire sentir. Pendant les bons moments, tout est racheté, toutes les dettes sont payées et ça devient formidable. Alors vous voudriez que je rentre maintenant, mais mon Dieu, mais ce serait la dernière des folies. Et l'éditeur a compris le message. Je crois que la mer est sa vérité. Pour lui, l'abandon aurait peut-être été rentrer en Europe. Je pense pas qu'il s'intéresse au record pour le record. C'est quelque chose de bien supérieur qui l'intéresse. En revanche, sa femme ne comprend pas. Je ne reconnais en rien Bernard là-dedans. Rien ne correspond plus à ce qu'il avait entrepris. Est-ce qu'on ne peut pas aussi trouver une autre explication, la volonté de votre mari peut-être de rester seul un petit peu plus longtemps? Je comprendrais d'un certain côté, mais il a fait déjà une cure de 7 mois de solitude. Et Bernard aime foncièrement les autres, ses copains, ses amis. Il suffit à lui-même, enfin il est content d'être seul, ça ne correspond pas à lui-même. Sur son bateau, Bernard Moitessier écrit « La terre s'éloigne. Et maintenant, c'est une histoire entre Joshua et moi, entre moi et le ciel. Une belle histoire à nous seuls, une grande histoire d'amour qui ne regarde plus les autres. La terre est loin, 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 plus loin que le bout du monde. Je vis de tout mon être, ce qui s'appelle vivre, et peut-être faut-il aller plus loin encore en regardant la mer. » Et l'aventure se poursuit ainsi. 4 mois de plus. Il repasse le cap de Bonne-Espérance. Il repasse le cap Lewin. Il affronte l'automne, l'hiver. Il essuie 8 gros coups de vent. Il chavire encore 2 fois dans l'océan Indien et 2 fois encore dans le Pacifique. Et il prend la direction de Tahiti. Le 20 juin 1969, un oiseau de mer, une goélette blanche, vient lui rendre visite. C'est le signe que l'île qu'il cherche n'est pas loin. 10 mois qu'il est parti d'Angleterre, et le voilà qui entre dans le port de Papeete. Bernard Moitessier a donc atteint son but, les îles du Pacifique. L'exploit est absolument extraordinaire. En 10 mois de navigation sans escale, en solitaire, Moitessier a doublé 2 fois le cap de Bonne-Espérance, 2 fois le cap Lewin, 1 fois le cap Horn. Il y a quelques années seulement, on n'aurait jamais cru qu'un tel périple soit réalisable dans de telles conditions. Dans son journal, Bernard écrit « Je suis allé presque trop loin, à force de vouloir aller plus loin et encore plus loin. Je suis content de revoir mes copains. »
Il a parcouru 37 455 milles, 69 367 kilomètres. Et à Tahiti, il se lance dans l'écriture de son histoire, son livre, La Grande Route, dont il offre les droits d'auteur au pape Paul VI. Bon, dites un dernier truc. Si vous deviez faire une émission télé ou radio, s'il y a de la musique, que ce soit la Paloma, comme les matelots la jouaient sur les caravelles, je vais vous en jouer un passage à l'harmonica. Bon, allez, je vous dis au revoir, hein, les gars. Allez, ciao. Bernard Moitessier est resté en Polynésie 11 années de plus. Il a refait sa vie là-bas, avec une autre femme. En 1980, toujours sur Joshua, il est allé s'installer en Californie et puis au Costa Rica et il est revenu à Tahiti. Atteint d'un cancer, il est mort en région parisienne en 1994, à l'âge de 69 ans. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour ce récit et promesse tenue, puisqu'il fallait forcément passer Paloma à l'harmonica. J'ai trouvé Paloma à l'harmonica et j'ai fait comme il nous avait demandé. Catherine Chabot, je suis très contente qu'on débriefe cette histoire avec vous, d'abord parce que vous avez l'air de la connaître très bien, que c'est une histoire qui vous a inspiré. Est-ce que vous connaissez la fin d'ailleurs de cette course, que donc Moitessier n'a pas gagné, mais qu'il aurait pu gagner? Il n'y a qu'un seul concurrent qui arrive au bout. Oui, sur les Robin Knox-Johnston. Il y a même un concurrent qui s'est suicidé. Hein. Ça a été en une mer. course. Oui, il faut savoir. Enfin, moi, je relisais encore un peu toute cette aventure, cette épopée incroyable de ce premier tour. Il y a certains individus qui n'avaient quasiment jamais navigué. Il y a, voilà, ou des bateaux qui n'étaient pas prêts, etc. Donc, on partait. Je pense qu'il y en a peut-être qui partaient pour la gloriole, voilà, il y avait une espèce d'élan collectif pour essayer d'être le premier. Il faut savoir que juste avant, Francis Chichester avait bouclé un tour du monde en faisant une escale, et donc l'aventure ultime, c'était de ne plus faire escale. Ouais. Et Moitessier, ça lui trottait dans la tête, puisqu'il revenait à cette époque-là d'un voyage en compagnie de Françoise, sa femme, depuis Tahiti jusqu'à Alicante. Il avait déjà passé 4 mois en mer. Il avait passé le Cap Horn. Il avait écrit un ouvrage qu'il avait un peu bâclé parce qu'il fallait absolument le sortir avant le salon nautique. Et il était très frustré voilà, on en reparlera peut-être. Non, mais ça m'intéresse pas. Voilà, il était frustré d'avoir bâclé cet ouvrage et il fallait en fait, il fallait se racheter. Voilà, oui, parce que le mot vient dans les phrases de son livre. Il le dit à plusieurs reprises. Je veux me racheter. Et c'est donc ça. Il veut se racheter d'avoir bâclé son livre précédent. C'est un peu ça. Alors, d'abord, moi, je voulais vous dire, je suis très honorée que vous m'ayez invité parce que vous auriez pu inviter Jean-Michel Barrault, écrivain, journaliste, qui a poussé Moitessier à prendre la plume. Et d'ailleurs, Moitessier raconte dans Tamata et l'Alliance que tout le bonheur qu'il a eu à accoucher finalement ses émotions sur le papier. Et donc, il y avait un rapport à l'écriture qui était vraiment important. Vous auriez pu aussi inviter Benoît Emmerman, qui nous écoute peut-être, qui aujourd'hui rédige un formidable ouvrage sur les 100 marins qui ont un peu marqué. Enfin bref, voilà, je suis vraiment honorée parce qu'il y a plein de gens qui auraient pu écrire cette histoire. Mais je raconte pas n'importe quoi quand je dis que la lecture de ce livre, La Longue Route, a précipité des centaines et des centaines de personnes sur la mer. Ça a donné la vocation à toute une génération. Absolument, parce que, et du reste, dans La Longue Route, Moitessier donne des indications, voilà, techniques, hein, pour tous ceux qui voudraient s'élancer. Il incite, en fait, tout un chacun, c'est là toute la philosophie du livre, de choisir sa propre route. Tout ce que lui a enseigné sa relation avec la mer. Moitessier était terriblement heureux en mer. Il le dit d'ailleurs quand il décide d'abandonner. J'abandonne parce que je suis heureux en mer.
et probablement et aussi peut-être pour me racheter. Il a un peu regretté le peut-être au passage. Et peut-être pour pas retrouver Françoise, avec lequel donc j'apprends qu'il vient de passer 4 mois en bateau, parce que ça peut être ça aussi. C'est peut-être ça qu'il veut pas. Non, moi j'y crois pas du tout à cette histoire. Mais peu importe, je pense qu'il avait une telle relation, il avait une telle complicité. Il était le prolongement de Joshua, sur lequel il naviguait depuis tellement longtemps. Et puis au bout d'un moment, au bout de 10 mois, enfin on pourra en parler. Moi j'ai vécu 4 mois et demi toute seule en mer. C'est vrai qu'on est dans une autre dimension, on a une autre relation au temps, à la planète, à l'espace, et on devient probablement un peu mystique aussi. Repartons de Plymouth où il débute sa course sur Joshua, qui est donc un ketch de 12 mètres. Dites-nous quelle différence ça fait, par exemple, avec le bateau que vous avez utilisé, vous, en 96 ou en 2000 pour vos 2 Vendée Globe. Il faisait quelle taille? Pas du tout comparable. Bon, les bateaux du Vendée Globe, ils font 18 mètres de long. Ils sont beaucoup plus puissants. Ils ont, par exemple, une quille très 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 longue. Ils ont des ballasts, etc. C'est véritablement des bateaux de course. Joshua est un bateau que Moitessier a fait construire avec les droits d'auteur de son premier ouvrage, Vagabond des mers du Sud. Et c'est un bateau qui est en acier, qui est relativement lourd. Il a fait ça avec ses moyens. Il a mis des poteaux télégraphiques pour lester la quille. Non, en guise de mât. D'accord. Voilà, c'est un bateau très rustique, mais Moitessier, il faut comprendre que Moitessier, il a grandi, il est né à Saigon, au Vietnam, etc., et qu'il a une autre approche de la mer et des bateaux que celle qu'on peut avoir quand on est occidental. D'ailleurs, il y a une chose qui est assez amusante. Regardez les photos de Moitessier sur le pont de son bateau. Il est toujours assis en taille, les fesses sur les pieds, sur les talons, un peu comme les Asiatiques. Son bateau est rustique et il est pas très rapide. En revanche, il a de commun, on va dire, avec les navigateurs, les coureurs au large aujourd'hui, qu'il a voulu vraiment alléger son bateau. Sur son précédent voyage entre Tahiti et Alicante, il avait embarqué pas mal des longues chaînes. Il avait d'ailleurs, dans une grosse tempête, fait jeter tout ça à la mer, des traînards, et puis il s'était rendu compte, il avait lu Vito Dumas, qui est un autre grand navigateur qui a accompli un tour du monde avec escale avant lui. Il avait compris qu'il fallait finalement de la puissance pour affronter, que le bateau soit manœuvrable dans la tempête. Et donc il s'est allégé de tout ça. Voilà. Mais c'est un bateau tellement pas comparable. Pas d'électronique, ça n'existait pas. Pas de GPS, c'est une différence majeure. Mais je vais vous dire une chose, moi j'ai commencé au sextant aussi. Le GPS, c'est pas si récent, c'est relativement récent, pardon, au contraire. Au GPS, au compas, à la gomme, au crayon. Oui, mais c'était la navigation. On partait, on naviguait à l'estime, on naviguait au sextant. Effectivement, on laissait traîner un bout avec des nœuds. C'est d'ailleurs pour ça que le mot nœud est devenu la référence pour la vitesse d'un bateau, parce qu'on avait une corde à nœuds. Au passage, je fais une petite parenthèse, on en reparlera peut-être. Vous savez que ce Golden Globe va être réorganisé. Enfin, il y a une nouvelle édition qui va partir le 1er juillet prochain des Sables d'Olonne. Et c'est pareil, les concurrents vont partir sans sextant, équipés comme il l'était en 68, etc., à l'ancienne. Et il n'a pas l'esprit de compétition. C'est étonnant pour quelqu'un qui s'engage dans une course contre celle-là, dans laquelle il est question de gagner. Et d'ailleurs, on voit que durant la course, il n'a de cesse que d'aller le plus vite possible. Ça peut paraître assez paradoxal que de vouloir mener son bateau à fond et en même temps de ne pas avoir l'esprit de compétition. Oui et non. Alors d'abord, il faut comprendre que cette course n'avait pas un départ. Tout le monde n'est pas parti à la même heure, le même jour, etc. Le Sunday Times, qui avait donc senti, on va dire, le bon filon, et qui avait organisé, qui avait décidé, voyant qu'il y avait pas mal de marins qui étaient prêts à partir, avait ouvert la ligne de départ du 1er juin au 31 octobre. Et on partait quand on voulait. On partait quand on voulait, et voilà. Et donc, en revanche, Moitessier
naviguer. Il a, pour lui, Joshua, c'est son complice. Il recherche l'harmonie avec son bateau. Il veut que son bateau marche bien. Le marin, et forcément, même quand on navigue en croisière, on a envie que son bateau avance bien. Et puis, il avait envie, c'est peut-être l'ambiguïté du personnage, il avait envie d'être le premier. Je pense qu'il y avait une somme de raisons. Il avait surtout envie de retrouver le bonheur du large, mais forcément, il avait au départ sans doute un peu envie d'être le premier. C'était un peu le dragon qu'il décrit, qui était un peu, voilà, la gloriole, c'était quelque part, il n'était pas contre, mais en même temps, racheter son âme, c'était fuir justement les honneurs. C'est un homme plein de contradictions, ce qui n'est pas le premier à faire. Il part sans radio. Alors cette histoire de catapulte est absolument géniale, c'est-à-dire que il balance avec un lance-pierre les messages. Quand il était gamin, c'était vraiment sur le pont des bateaux qu'il croise. Il pratiquait déjà le lance-pierre déjà précédemment. C'est normal pour descendre au cap de Bonne-Espérance, qui est donc à la pointe de l'Afrique du Sud, d'aller faire un détour par le Brésil. Oui, mais on fait toujours ça aujourd'hui parce qu'en fait vous avez l'anticyclone de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud, et les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère sud, et donc on va plutôt chercher les vents portants, et voilà, donc paradoxalement, effectivement, le chemin le plus court, enfin le plus rapide, pas le plus court, c'est de contourner l'anticyclone. Alors de temps en temps, on trouve des conditions météo qui vous permettent de couper le fromage. C'est ce qu'a remarquablement fait Isabelle Autissier une année, ou encore François Gabard, qui vient de battre un record. Vous imaginez, c'est amusant, François Gabard, 42 jours et des brouettes, et moi Tessier... il aurait mis 6 mois, s'il était allé couper la ligne. Alors vient donc ce moment où il est sur le chemin du retour, il vient de passer le Cap Horn, il remonte l'Atlantique, il est à quelques jours, une quinzaine de jours, peut-être un peu plus, 3 semaines, peut-être un mois de Plymouth, mais bon, voilà, c'est une partie de billard. Il arrive au bout, il ne le sait pas, mais il est en tête, il va gagner la course, et là, il vire à tribord, et il se barre, et il repart repasser le cap de Bonne-Espérance. Comment est-ce que vous comprenez sa décision, vous ? Il y a une piste qui est une forme de dépression, une envie de plus voir les gens, de plus voir la terre, de plus voir les humains. Est-ce que c'est ça ? Moi, je l'interprète pas comme ça. D'abord, une petite précision. On dit qu'il aurait gagné la course. Il y a des gens qui imaginent qu'il est allé jusqu'à la ligne, à quelques milles de la ligne d'arrivée. Non. Il était encore dans l'Atlantique Sud. Ouais. Il était encore, voilà. Il avait passé le Cap Horn depuis plusieurs jours. Et ce sont beaucoup les Français qui disent qu'il aurait gagné la course. Et les Anglo-Saxons, disent que Robin était pas loin de la gagner aussi. Peu importe, il le savait pas. Et voilà, il faut comprendre que quand ça fait des mois que vous êtes en mer, vous n'êtes plus dans le monde des terriens, quoi. Vous êtes, il est dans une espèce, il vit l'harmonie avec la mer, et il a ce désir qui, à mon avis, naît en lui, le désir de l'écriture. En fait, il a envie, je pense que progressivement, il a un message à faire passer aux êtres humains. Ce message, il va le faire passer dans la longue route. Il va vouloir écrire, il va mettre 2 ans pour écrire la longue route. Et il y a une espèce de... Il a envie de se racheter, et comme on l'expliquait tout à l'heure. De ce livre bâclé. Et finalement, la gloriole, ça l'intéresse pas. Plus fort que de boucler ce tour, plus fort que de remporter le Golden Globe, éventuellement d'être le plus rapide, il y a de renoncer à la célébrité. Alors, ça va au contraire le rendre célèbre, la longue route, et ça va effectivement, mais ça fait partie de ses contradictions. En mer tout un tas de gens, mais il a envie de témoigner. Et d'ailleurs, moi je relisais la fin de la longue route. Il a de vrais messages. Je vous le dis, en 68, c'est pas par hasard s'il décide que ces droits d'auteur, il les donne au pape Paul VI. Et aux Amis de la Terre, qui est une association qui vient de se créer. Voilà, il dit, mais il faut sauver la planète, Et il a cette expression d'ailleurs, sauver mon âme. Et sauver mon âme. Donc il est dans une démarche mystique d'une certaine manière. Moi je ne crois pas du tout qu'il ait voulu quitter les hommes. Alors peut-être que il n'était pas forcément très heureux au milieu de la foule, mais après, comment regarder... Voilà, quand on est en harmonie sur son bateau, il y a une chose essentielle aussi à dire, c'est que sur un bateau, c'est un monde fini. Il a quand même réussi à vivre 10 mois
avec une grande sobriété sur son bateau. D'ailleurs, on voit, il est pas gros. Hein. Il a vécu de ce que, des poissons qu'il pêchait. Alors bien évidemment de toutes les conserves qu'il avait à bord, de l'eau de pluie qu'il a récoltée. Ça, c'est une chose importante. Hein. Ce qu'on veut faire de nos petits camarades du Golden Globe qui va partir le 1er juillet, ils récoltent l'eau de pluie parce que vous tenez pas 10 mois comme ça. Oui, il n'avait que 400 litres d'eau. Voilà. Donc il faut Et donc cette sobriété que aujourd'hui on qualifierait d'heureuse, hein, pour reprendre les mots de Pierre Rabhi, il l'incarne déjà à l'époque. Et c'est ce message qu'il a envie de transmettre, à mon avis, aux hommes. Son départ a lieu après mai 68. Vous reliez les événements, vous. Cette agitation de mai 68 ne lui a pas plu. Oui, l'argent roi. Alors on a beaucoup écrit sur lui-même, hein, d'ailleurs, écrit sur l'argent, sa relation à l'argent. On dit qu'il était malgré tout aussi intéressé par l'argent, mais en fait, il écrit dans La Longue Route que l'objectif, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent qui rend heureux. Et là, de ce point de vue-là, on est nombreux. Voilà. En revanche, qu'on trouve toujours les moyens. C'est le message aussi qu'il veut dire à tous ceux qui veulent larguer les amarres, à tous ceux qui veulent réaliser leurs rêves et s'accomplir, que peu importe, ils trouveront toujours les moyens de réaliser leurs rêves. Alors, il arrive à Papeete au bout de 10 mois, et là, il semble qu'il ait un grand plaisir à retrouver ses copains. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu, c'est-à-dire, est-ce que c'est assez courant, quand on arrive comme ça à la fin d'une course en solitaire, d'avoir des scrupules à retrouver la civilisation ? Et comment se fait le basculement dans le plaisir de la retrouver ? Oui, c'est-à-dire que avant d'arriver, dans les jours qui précèdent, alors moi je suis pas moitessier, mais on a hâte de retrouver les siens parce que malgré tout, les êtres qu'on aime nous manquent. Mais quand t'approches la ligne d'arrivée, c'est angoissant. C'est angoissant parce qu'on se dit oh non, cette harmonie, cette relation intime avec la mer, avec l'univers, avec soi-même, etc. On a envie de la prolonger. Mais quel bonheur de retrouver les siens. Moi, j'étais à l'arrivée de mon premier Vendée Globe, le second aussi. C'est un bonheur infini de retrouver les êtres humains, de regarder quelqu'un dans les yeux. Vous aimez Moi, c'est quelqu'un d'autre qu'un albatros. Oui, oui, je pense qu'il était vraiment heureux. Il le dit d'ailleurs. Il était heureux de retrouver. Mais il s'installe à Papeete, c'est-à-dire il n'y a pas de retour en Europe. Oui, mais il n'aurait pas été cohérent. Voilà, à Papeete, il va vivre avec sobrement, avec tous les marins de passage. Il y a une espèce de petite communauté. Il va d'ailleurs se mobiliser pour faire planter des arbres. Il pousse d'ailleurs les gens à planter des arbres, etc. Il a déjà un discours qu'on qualifierait aujourd'hui d'environnemental. Et puis il rencontre une compagne, il s'installe là-bas. Et il bâtit vraiment une nouvelle vie. Et il bâtit une nouvelle vie, absolument. En gardant Joshua, ce bateau est son vrai compagnon de vie. Oui, puis alors Joshua va partir un peu en lambeaux. En lambeaux. Et puis il y a des gens, des amis de Moitessier qui se sont mobilisés des années plus tard et ce bateau aujourd'hui il existe toujours. C'est beaucoup à La Rochelle, les amis du musée maritime de La Rochelle qui l'ont entouré, se sont mobilisés pour sauver Joshua, etc. Et aujourd'hui Moitessier serait fier de voir que son bateau navigue toujours. Il navigue toujours. Oui, son bateau navigue toujours. Et vous avez gardé, vous, un attachement à vos bateaux ? Oui, bien sûr. Vous les avez conservés ? Alors, malheureusement, je ne peux pas. Les moyens. Mais je vais vous avouer une chose, c'est que le bateau de mon premier Vendée Globe, qui a été construit par Jean-Luc Van Den Ed et qui a fait un remarquable parcours avec, mon mari vient de le racheter pour courir la route du Rhum. Donc, il y a une histoire. Il était à l'abandon. Il pourrissait sur un quai et voilà, on est en train de le remettre en état pour le. Vous l'avez récupéré. On l'a récupéré. Il vous a reconnu. Voilà. Il vous a reconnu. Ah mais bien sûr. il a frétillé de la queue quand il vous a vu. Il est rouge aussi comme Joshua et voilà, il a 2 mains comme Joshua. Voilà. Catherine Chabot, un jour vous viendrez nous raconter ici votre premier Vendée Globe. Volontiers. On est d'accord là-dessus. Merci à vous. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Samedi 7 décembre de 9h30 à 13h30, le campus du Lac t'ouvre les portes de ses 2 campus à Bordeaux et Libourne. Du CAP au Bac+5, découvre nos formations en alternance et initiale. Commerce, marketing, communication, RH, hôtellerie, restauration, tourisme. Au programme, conférences, alternance, mode d'emploi et belles rencontres. Inscription sur campusdulac.com.